Alors, concernant le titre de la RNCP, pour ma part, je suis juré, je suis allé à l'AFPA pour passer le titre de juré, donc je suis habilité à être un jury pour décerner le titre, pour utiliser la dynamo à la place. Pourquoi Thibaut la vidéo, mais ça pourrait le faire sur du code. Ouais, pas de souci. Donc je disais, ouais, voilà. Donc je peux délivrer, enfin je peux choisir de délivrer ce titre à des étudiants qui viendraient le présenter devant moi. Pour l'instant, je suis habilité, mais j'ai pas encore fait office de juré, ce qui ne saurait tarder. Euh, la première chose à dire, c'est que là, je vais donner mon point de vue du passage du titre, c'est-à-dire ce que moi, en tant que juré, j'aimerais entendre. Je ne peux pas me prononcer pour l'ensemble des jurés, il y a des critères certes, mais je ne peux pas vous les donner de façon publique, mais les critères, de toute façon, vous êtes au courant de ce qu'ils sont et vous savez très bien quels sont les critères à respecter. Ensuite, pour tout ce qui est présentation de votre projet professionnel, c'est-à-dire le projet que vous souhaitez mettre en avant lors du passage du titre, il est très important de comprendre que pour ma part, en tout cas, un, j'ai pas envie d'avoir en face de moi une personne qui va m'afficher des lignes de code et qui va m'expliquer ce que font ces lignes de code. C'est pas intéressant en ce qui me concerne. Ça marche bien dans le cas d'un cours magistral, ça marche bien dans le cadre d'un tuto, d'un live coding ou autre chose, mais ça n'est pas pertinent, à mon sens, dans le cadre de la présentation du titre. Pour la bonne et simple raison que le titre, c'est avant tout quelque chose qui fait en sorte que vous voulez prétendre, vous prétendez à devenir développeur. Un développeur, c'est pas juste quelqu'un qui sait coder. Un développeur, c'est aussi quelqu'un qui sait s'approprier des problématiques métiers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller poser des questions à son client, c'est quelqu'un qui va s'intéresser au métier de son client, c'est quelqu'un qui va faire des problématiques du client des problématiques techniques, qui va les traduire donc en fonctionnalités. Et c'est également quelqu'un qui va réussir à expliquer pourquoi il ou elle a choisi telle ou telle solution technique. Alors bien entendu, vous passez vous passez vos diplômes en ayant la plupart du temps pas choisi vraiment la, l'environnement technique que vous avez utilisé. Si c'est dans le cadre de votre formation, en règle générale, vous utilisez ce que l'on vous a appris en formation, ce qui est tout à fait normal. Si vous choisissez de présenter un projet que vous avez fait dans le cadre de votre stage, la plupart du temps, on n'a pas attendu que vous, en tant que stagiaire, donniez votre avis pour monter le projet. C'est tout à fait possible, hein, mais la plupart du temps, on ne vous l'aura pas demandé. La stack technique aura été largement décidée en amont. Et donc du coup, savoir expliquer pourquoi on a telle ou telle stack technique, c'est peut-être un petit peu en dehors de vos capacités. Je dis pas que ça l'est forcément, mais sur le moment, vous pouvez vous sentir un petit peu étouffé par rapport à ça. Alors, mon conseil, c'est pas d'essayer de justifier l'emploi de telle ou telle technologie par rapport à une autre, mais bien d'essayer de comprendre en quoi les technos que vous avez utilisés répondent aux problèmes, ou en quoi elles vous aident. N'hésitez pas le jour de la présentation du titre à expliquer que vous avez appris telle technologie, vous n'en avez pas appris 36 non plus, et c'est bien normal, on ne vous demande pas non plus de savoir tout faire, sinon si on faisait des juniors qui étaient capables de faire le boulot des seniors, ça se saurait, et dans ces cas-là, on serait bien dans la panade un peu, nous les seniors aussi, mais ça viendra, hein, de toute façon, ça viendra, hein, vous aurez votre seniorité aussi. Et donc, ce que je disais, c'est que n'essayez pas donc de vanter les mérites d'une technologie par rapport à une autre. Vous avez probablement dû manipuler plusieurs technologies, dont certaines peut-être concurrentes, je pense notamment à React, Angular, Vue.js, etc. Si vous avez eu la chance ou l'opportunité d'utiliser deux de ces technos qui sont un peu en concurrence, je vous encourage pas forcément à vous lancer dans un comparatif des technos, des pour et des contre de telle ou telle techno. Pour la bonne et simple raison que vous allez tomber la plupart du temps sur quelqu'un qui aura son avis sur cette technologie, la plupart du temps, et qui va forcément vous poser des questions. Si vous lui tendez la perche, il ou elle va vous poser des questions qui seront peut-être un petit peu trop tendues pour vous.
Et là, il y a deux réflexes dans ce genre de cas. Soit vous faites en sorte d'essayer de vous raccrocher en branche et de justifier le plus possible votre... de justifier le plus possible votre... je vais essayer de me filmer en callback. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que... Voilà. J'ai pas de capture d'écran, donc non, c'est parfait. Je peux avoir ce que je veux. Il y a deux réflexes, donc je disais, c'est la plupart du temps vous allez essayer soit de vous raccrocher aux branches et d'essayer de grappiner, de dire oui mais quand même j'ai justifié comme ça, c'est pas bon. N'essayez pas de rentrer dans un débat de fond sur les mérites de telle ou telle techno, essayez juste de dire que vous trouvez que cette technologie répond bien à votre besoin, que vous l'avez utilisée de telle ou telle façon et qu'elle est pertinente dans le cadre de votre projet. C'est pas un concours de techno. Quelle est la meilleure techno pour répondre à tel truc? C'est vous avez appris cette techno, elle répond bien pour telle ou telle raison à vos problématiques, vous avez choisi ou on a choisi pour vous de l'utiliser. Donc ça c'est la première chose. Pas essayer de faire des comparatifs de technologie, pas essayer non plus de faire de la lecture pas à pas du code. C'est pas le but du jeu. Moi je sais que si un candidat vient me voir, je suis juré et il se contente de me faire de la lecture de code pendant une plombe, ça va pas m'intéresser. C'est pas pour autant que je lui refuserai son titre s'il est pertinent dans sa présentation, mais une chose est sûre, ça va pas me captiver du tout. Et si j'ai plus de chances de m'ennuyer pendant 1h30, ou 1 heure, ou tout dépend de la durée de votre présentation, si j'ai plus de chances de m'ennuyer, j'ai plus de chances de décrocher au moment où ça sera intéressant pour vous. C'est-à-dire le moment où vous vous sentez plus en confiance et le moment où vous pensez que vous allez envoyer du bois et faire tout ce qui fait l'intérêt de votre présentation. Et c'est là le problème, c'est que si vous rendez pas ça un peu vivant, si vous faites pas en sorte que ça soit une interaction entre vous et un autre développeur, parce que c'est ça finalement qu'on veut, on veut savoir si, quand on va vous décerner le titre, vous serez capable de travailler avec d'autres développeurs. Pour ça, il faut que l'on soit sûr que vous sachiez communiquer, certes de façon technique, mais pas uniquement. Il faut qu'on se rende compte que vous êtes capable d'appréhender des problématiques métiers, et donc d'agencer tout ça de façon correcte pour pouvoir aller travailler en agence. Bien entendu que les jurés, moi-même également, posaient des questions techniques. Ça c'est obligatoire, ils vont forcément aller gratter un petit peu. Mais, si vous avez bien verrouillé votre truc, normalement, vous êtes capable d'y répondre. Bien entendu, on va essayer d'aller vous pousser un peu plus loin, notamment sur le SQL pur. Ce que j'appelle le SQL pur, c'est toutes les opérations de base, tout ce qui est rapport au CRUD, create, read, update, delete. Donc pour le coup, vous avez donc des select, des update, des delete, des insert, et vous avez également les jointures à réviser. Les jointures, c'est obligatoire. Je veux dire, si vous arrivez le jour de votre présentation que vous ne savez pas faire une jointure, on va dire à peu près par cœur, dites-vous bien que c'est un petit peu du 50-50. Ça va dépendre du degré de taquinerie de votre juré. Je sais que si j'ai une personne en face de moi qui a tendance à essayer de tout balayer sous le tapis et que c'est gros comme une maison le jour de la presse, je vais essayer de voir si, bon, il est peut-être pas bon en présentation, mais est-ce que au moins côté technique il a fait l'effort de réviser? Et c'est là où je vais essayer d'aller gratter un peu plus. Si je vois que ça suit, tant mieux, la personne a bien géré son truc. Si je vois que ça ne suit pas, en revanche, c'est un peu plus compliqué de décerner le titre à une personne qui, en plus d'avoir raté, ou enfin à mon sens raté sa présentation, n'a pas réussi à enchaîner sur le côté technique. Après, au niveau des jurés, encore une fois, je parle pour moi, on n'est pas des bêtes. On n'est pas des bêtes dans le sens où on n'est pas là pour casser du junior, bien au contraire. On arrive, je pense, en tout cas la plupart, dans l'optique de le décerner à qui a fait l'effort, c'est-à-dire qui a vraiment travaillé son sujet, qui a travaillé sa présentation. Quand on voit qu'il y a du travail qui a été fait en entreprise ou en amont pendant la formation, on n'est pas là pour ne pas vous le donner. C'est pas l'optique, d'accord ? Les jurés sont pas des monstres, mais il faut pas non plus les prendre pour des idiots. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas, n'essayez pas de bricoler un truc et d'essayer de faire un ni vu ni connu je t'embrouille. La plupart du temps, les jurés sont plus expérimentés que vous. Et le ni vu ni connu je t'embrouille, c'est grillé à 300 km.
Donc vous avez soit de la chance, c'est-à-dire vous allez tomber sur quelqu'un plutôt compréhensif qui va se dire bon là il a essayé de me mystifier mais c'est parce qu'il n'est pas sûr de lui, c'est parce que elle a pas réussi à vraiment comprendre ce qu'elle faisait, mais on sent qu'elle navigue un peu à vue, mais qu'elle a essayé quelque chose. Ou alors vous allez tomber sur le juré un petit peu susceptible qui va dire non mais là clairement tu me prends pour un con, et en entreprise ça passe pas. Et en effet, en entreprise, le fait d'essayer de tout balayer sous le tapis pour cacher le fait qu'on ne sait pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui fonctionne. On ne demande pas à un junior ou une junior de tout savoir. Votre boulot à vous en tant que junior, c'est quoi? C'est de monter en compétence le plus possible, le plus rapidement possible. Ça veut dire aussi que vous devez, une fois que vous êtes en poste, venir nous voir. Nous, ceux qui vous ont précédés. Pourquoi? Parce que nous, on l'a fait avec ceux qui nous ont précédés. Venez nous demander des trucs. C'est aussi notre rôle. C'est d'ailleurs la plupart du temps notre rôle, c'est marqué sur notre contrat. Le lead développeur est là pour augmenter, pour tirer vers le haut le niveau technique de toute l'équipe. Tirer le niveau technique de toute l'équipe vers le haut, ça ne veut pas dire qu'il a une quinzaine de cadors qui sont tout aussi calés que lui, et qu'il va essayer de pousser à mort ces gens-là. C'est pas ces gens-là la priorité. C'est la priorité pour monter le niveau technique de l'équipe, c'est de monter le niveau technique des juniors et des confirmés. C'est pas de monter le niveau technique des seniors qui la plupart du temps sont plutôt débrouillards et qui ont plus forcément trop besoin qu'on leur tienne la main pour aller monter en compétence dans tel ou tel techno. C'est pas le but. Alors attendez, je vais jeter un coup d'œil à Discord pour voir si on m'entend un peu. C'est limité à 35 minutes, sur 1h30 d'entretien. Oui, c'est limité à 35 minutes la présentation, sur 1h30 d'entretien. Donc justement, vu que c'est limité à 35 minutes, le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à être concis dans cet intervalle-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, et c'est là où je pense que je vais commencer à mettre un petit timecode si la vidéo est de bonne qualité, sinon j'en referai peut-être une vidéo un peu plus propre que ce truc avec featuring mon ADSL tout pété. La première chose à faire, mettre en avant le projet client, la genèse du projet. Pourquoi ce projet? Pourquoi le projet est là? À quoi il sert? À quelle problématique il répond? Comment on s'est organisé pour comprendre les enjeux techniques derrière. Et c'est là où, par rapport à votre formation, vous avez peut-être des façons différentes d'appréhender le truc, c'est-à-dire que certains vont plutôt parler de Scrum, donc au niveau des méthodes agiles, vous allez avoir des sprint backlog, vous allez avoir des product backlog, vous allez être organisé en sprint, vous allez avoir des courbes de vélocité, vous allez avoir des tâches qui sont réparties, qui sont notées en termes de temps, etc. D'autres vont plutôt parler de cahier des charges, de cycle en V. Peu importe la méthode de travail, dans le fond, c'est pas bien méchant. Le plus important, c'est d'arriver à dire pourquoi mon projet. Ça, je pense que ça doit être la base, c'est-à-dire la première partie de toute bonne présentation. Pourquoi ce projet? À quoi il sert? Comment j'ai fait mienne les problématiques métiers du client, c'est-à-dire comment je me suis approprié son métier, comment j'ai fait en sorte de traduire ça en fonctionnalité, pourquoi j'ai choisi tel environnement technique. Et ça, à mon sens, ça doit déjà prendre au moins 5 bonnes minutes sur votre entretien. Quand je dis 5 bonnes minutes, c'est pas non plus une règle absolue, hein. Si vous êtes du genre à parler vite, ou si vous êtes du genre à faire très synthétique, mais très efficace, ça peut prendre 1 minute ou 2, hein, c'est pas un problème ça. L'important, c'est que je sache, moi, en tant que juré, en tant que spectateur, que je sache pourquoi ce projet, à quoi ça répond. Maintenant, une fois que ça s'est posé, on a besoin maintenant de savoir, ok, le projet est là, les enjeux sont là, telle solution technique a été choisie, comment tu t'es organisé, toi, en tant que développeur, pour répondre à ce projet? Parce que c'est bien beau de savoir coder, mais si tu ne sais coder que d'une façon débile, c'est-à-dire qui est d'attaquer un bout du projet, et de coder, et de faire des bugs, et de recoder, et de remettre un coup par-dessus, et de remettre des bugs, bref, si tu ne sais pas t'organiser, si tu ne sais pas communiquer avec les autres, sur le marché du travail, t'as 0 valeur. Et ça, c'est important de montrer que vous savez le faire. Ça ne va pas de soi. D'accord ? Ça peut paraître aller de soi, ça peut paraître être quelque chose d'évident pour beaucoup de gens, et d'ailleurs ça devrait l'être. Mais c'est pas évident que vous, en tant que candidat, vous sachiez vous organiser.
c'est pas du tout évident, ça n'a rien d'une évidence. Donc du coup, il faut le mettre en avant ça. Donc quand vous avez brièvement présenté les solutions techniques utilisées, l'environnement technique utilisé après votre présentation des problématiques métiers, c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre en avant, par exemple, un outil tel que Trello. Trello qui vous permet, pour celles et ceux qui l'utilisent pas, de créer des petits post-it virtuels et de les organiser en colonnes, un petit peu comme une table finalement, et de passer des tâches qui sont écrites donc sur les post-it virtuels en plusieurs états. Donc la tâche c'est, par exemple la colonne ça peut être à attribuer, quand une tâche n'est pas encore attribuée. Ensuite vous passez la colonne, une fois que cette tâche est attribuée, vous la passez à attribuer et en cours de réalisation. Vous devez avoir également une autre colonne en cours de test, par exemple, c'est-à-dire cette fonctionnalité, je l'ai testée, par exemple, j'ai fait les tests unitaires qui vont avec, j'ai fait également tous les tests j'ai fait les tests de comportement, mais du coup je demande à ce qu'elle soit validée par le biais d'un test, donc ce test est forcément, les critères de réussite de ce test sont forcément listés quelque part, on y reviendra plus tard, et enfin la tâche, une fois qu'elle est testée, validée, approuvée, paf, elle passe dans la colonne Done, et on y retourne, et on prend, pièce par pièce, on dépile l'application. En règle générale, on essaye de se faire un sprint par bord de Trello. Enfin, en vérité, on recycle le bord de Trello, mais pour le coup, notre tableau Trello n'est occupé sur le moment que par les post-it qui correspondent à chacune des user stories ou chacune des fonctionnalités du sprint en cours. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez et que vous devez, à mon sens, mettre en avant. Allez-y à coup de capture d'écran, allez-y pour expliquer que vous avez bien séparé, vous avez bien respecté l'agilité, vous avez bien respecté, ou si vous avez pas utilisé d'agilité, vous avez bien respecté le cycle en V. Bref, montrez que vous avez su intégrer les mécanismes de base du travail de groupe. Il y a également un autre mécanisme de base du travail de groupe, un truc sur lequel moi j'insiste très lourdement, mais que je pense que je devrais insister encore plus lourdement dessus, c'est le respect du Git flow. C'est quelque chose que j'ai réexpliqué l'autre jour sur le Discord, mais qui est vraiment très important. Comment je fais pour travailler, pour éditer, publier du code, en ayant des collègues qui travaillent avec moi sans tout casser à chaque fois. Le Git flow, normalement, on vous l'a expliqué lorsque vous étiez en formation. Si on ne vous l'a pas expliqué en formation, on a dû vous le réexpliquer en entreprise. Mais si on ne vous l'a expliqué ni en formation, ni en entreprise, c'est criminel. Criminel dans le sens où on vous livre sur le marché du travail sans avoir les clés pour bien bosser en groupe. Et ça, je peux pas dire que ce soit de votre faute. Il y a, entre guillemets, enfin c'est pas vrai, il n'y en a pas 36 000 valables, mais il peut y avoir virtuellement autant de Git flow qu'il y a d'utilisateurs de Git, c'est-à-dire les gens peuvent très bien taper tous les mots qu'ils connaissent, qui correspondent plus ou moins à des commandes Git, les mixer dans à peu près tel sens. Sur le moment ça peut paraître intelligent, mais finalement dans l'optique d'une problématique de groupe, ça casse 100% du temps, et ça crache, et ça pète des dépôts, et il n'y a rien de pire qu'un dépôt qui est pété. Un dépôt qui est pété, c'est des heures de perdu, même pour quelqu'un d'expérimenté. Et c'est très chiant un dépôt qui est pété. Donc imaginez si vous pétez le dépôt en boucle. Donc non, les Git flow, il y en a, ils sont valides, ils s'adaptent plus ou moins aux problématiques de l'équipe, mais il n'y a pas non plus 36 000 façons de faire efficacement, d'utiliser Git efficacement dans une équipe. Il y a des façons qui sont plus adaptées à des teams plus petites, et d'autres qui sont plus adaptées à des teams plus grosses, mais il n'y en a pas 36 non plus. Donc, ce que j'ai expliqué l'autre jour, que j'ai listé et que j'ai épinglé dans le channel help du Discord, c'est une des façons de faire, je la remettrai peut-être dans la description si la vidéo est correcte. Sinon, il y a également d'autres Git flow qui sont disponibles sur internet un peu partout, et qui sont tout à fait valables. Il suffit juste d'aller les chercher. Il y a même également plein d'outils qui permettent de visualiser les branches, etc. Bref, mettez en avant le Git flow le jour de la présentation. Mettez-le en avant, ça veut dire
Ça ne veut pas juste dire que vous allez mettre un petit croquis ou une liste d'étapes. Ça veut aussi dire que vous allez mettre des images, vous prenez des captures d'écran de vos dépôts, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des outils qui permettent de visualiser les dépôts. Mettez également en avant les commits que vous avez réalisés, mettez également le fait que vous ayez bien répondu à telle tâche, à telle user story, et avec un commit plutôt atomique, c'est-à-dire un commit qui fait uniquement ce pourquoi on a ouvert la tâche. Et donc avec un message explicite qui explique donc très bien, ou même pour un profane entre guillemets, un chef de projet qui passerait par là, peut dire ce qu'il y a dans ce commit sans avoir à ouvrir le moindre fichier, sans avoir à ouvrir la moindre ligne de code. Parce que de toute façon, le chef de projet, c'est pas son boulot de savoir coder. Donc le but du jeu, c'est vraiment ça, hein. C'est d'avoir des réflexes de travail, et surtout, le jour du titre, de le montrer. Montrer qu'on a de bons réflexes de travail. Une fois qu'on a montré ça, bah déjà, le juré, il est plutôt satisfait, je vais pas vous mentir. Moi, c'est pas que je m'en fiche que le candidat ait un niveau de code qui ne soit pas bon, hein. Bien entendu, c'est toujours satisfaisant quand un candidat a un bon niveau en code. Mais, au-delà du niveau de code, qui finira par augmenter au fur et à mesure, je veux quelqu'un qui sache travailler en équipe. Et je veux le voir, ça, le jour de la présentation. Donc, pour moi, ici, on est à peu près à, on va dire, pas forcément encore un tiers de la présentation, mais pas très loin, et il y a 0 lignes de code qui ont été montrées, mais il y a des choses essentielles pour moi qui ont été montrées. Une fois donc que l'on est parti sur cette présentation, sur cette présentation des méthodes de travail, une fois qu'on est parti sur la présentation du Git Flow, une fois qu'on a montré qu'on s'est bien bossé en équipe, à ce moment-là, on peut commencer à parler de code. On peut commencer à parler de code, mais on le fait pas n'importe comment non plus. Il y a eu des dossiers que j'ai déjà vus où la personne s'est dit « Ouaf, il a besoin de tant de pages, ok. Je prends le code source de mon application et j'en imprime tant. Bam, 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 je mets du commentaire dedans et je fais la récitation. » Ça marche pas. Ça marche pas, c'est chiant à mourir, et vous allez vous faire chier, le juré va se faire chier, et plus personne comprend ce qui se passe à partir de ce moment-là. Donc non, ça c'est à ne pas faire. Vous sélectionnez, je dis bien vous sélectionnez, une ou deux, de préférence 2 fonctionnalités qui vous paraissent clés dans l'application. Vous n'avez pas besoin d'en présenter plus. Parce que quand on présente une fonctionnalité, on représente dans l'ordre. Pourquoi cette fonctionnalité? À quel besoin elle répond? Si on a fait des tests unitaires, on dit qu'on a fait des tests unitaires, et on décrit la logique du test unitaire. On décrit également... je dois aller... Vu que j'ai du retour, je n'entends rien. Ok, pas de souci, Ed, à plus tard. Donc je disais, oui, le test unitaire. Si on a fait un test unitaire, ce que je vous conseille, si on n'en a pas fait, c'est trop tard pour en faire, hein, pour ceux qui vont passer le truc, donc laissez tomber. Si on a fait un test unitaire, on le met en avant, on décrit la logique du test, et une fois que l'on a décrit tout ça, là, on montre la partie du code qui est imprimée, qui normalement doit comporter du commentaire. En revanche, là, il n'est pas trop tard pour mettre le commentaire dans le code que vous souhaitez imprimer. Et enfin, vous pouvez, là, à la limite, faire un petit peu de récitation, c'est pas grave, parce que vous avez bien décrit le périmètre. Donc je sais à quoi, moi, ça correspond. Je me contente pas de bêtement avaler de la ligne de code en tant que juré. Je vois que, toi, en tant que jeune développeur ou jeune développeuse, tu as un problème, tu as essayé de le résoudre, tu me l'as bien expliqué, et du coup, tu as adopté telle solution. C'est aussi pour ça que je vous dis qu'il faut sélectionner ces fonctionnalités. Essayez, si possible, de sélectionner la fonctionnalité ou les fonctionnalités dont vous êtes les plus fiers, celles qui sont le plus élégantes. Ça sert à rien de demander à vos anciens formateurs ou à vos maîtres de stage de relire l'entièreté du code source que vous avez écrit pour votre présentation. Pour le projet que vous êtes en train de faire, la code review, c'est très bien. Mais pour présenter votre RNCP, vous devez sélectionner le code, et dans ces cas-là, si vous ne savez pas lequel est le plus propre,
demandez à votre maître de stage, demandez à vos anciens formateurs, ils seront capables de vous dire normalement, à vue de nez, quel bout de code est plutôt valable, quel bout de code se défend très bien en tant que présentation. Le but, c'est pas que votre projet soit incroyablement bien foutu de la tête aux pieds, encore une fois, vous êtes junior, et vous venez pas pour présenter... vous venez pas dans le fond pour présenter ce projet, encore une fois, le projet c'est un support pour votre titre. C'est le support qui fait tout, on est bien d'accord, mais vous ne présentez pas le projet, vous n'êtes pas là pour vendre un produit, vous êtes là pour vous vendre vous, en tant que développeur ou développeuse valable, crédible. Donc pour ça, vous devez mettre toutes les chances de vos côtés. Une fois que vous avez sélectionné quelque chose, là vous pouvez commencer à essayer de rentrer un petit peu dans ce que moi j'appelle les tactiques de Sioux, parce que j'ai au moins 80 ans et plus personne n'utilise cette expression, mais vous pouvez essayer d'être un peu plus malin. C'est-à-dire que vous savez que le jury va vous poser des questions. Vous le savez, c'est obligatoire et ils vont le faire, c'est comme ça. Et s'ils en posent, ils peuvent en poser très peu, mais ils vont probablement en poser une ou deux, minimum. Orientez les questions. Orientez les questions, orientez les questions, orientez les questions, c'est assez facile finalement. Il suffit de laisser des bouts de votre présentation trop peu explicites. Mais ceux que vous choisissez, c'est-à-dire ceux sur lesquels vous sentez que vous êtes plutôt en béton armé. En gros, il faut donner envie au jury d'aller poser des questions sur ce point-là. Mais dis donc, ce point-là où tu as fait ta requête SQL, tu l'as pas vraiment bien décrit, à quoi ça sert exactement? Ah, alors, c'est vrai que le contexte est un peu particulier, blablabla, mais en fait, je vous réexplique. Vous vous rappelez que je vous avais dit que ce bout de code intervenait dans telle situation, blablabla, bla, et là, vous envoyez du bois. C'est-à-dire que vous êtes capable, en fait, de vous réserver une plage de confort pour les questions. Et ça, c'est super important, hein. Et ça, par contre, ça s'improvise pas. Enfin, ça peut s'improviser, mais si vous y arrivez, vous êtes très fort. Ou très forte. Donc du coup, travaillez ça. Bien sûr, vous ne pourrez pas deviner toutes les questions, vous ne pourrez pas non plus toutes les orienter, mais au moins, celle-là, ce domaine-là, vous savez que vous allez assurer. Et enfin, il y a le SQL pur à réviser, parce que presque tous les jurés sont taquins avec ça, parce qu'ils veulent que, en règle générale, le titre c'est niveau Bac plus 2, c'est équivalent de Bac plus 2, on veut qu'à ce niveau-là, la personne soit capable de taper des requêtes SQL. Ce qui, à mon sens, est quand même une attente assez légitime, hein, c'est-à-dire que c'est vachement bien les ORM, hein. C'est bien d'utiliser Scala, c'est bien d'utiliser Hibernate, c'est bien d'utiliser Doctrine, mais le jour, enfin même ça arrivera pas, mais le jour où ces outils ne sont pas disponibles, où on vous demande de ne pas les utiliser, vous faites quoi? C'est ça qu'on veut savoir. On va savoir si vous comprenez bien la logique, on veut savoir si vous comprenez bien le concept de base de données, comment le manipuler, et surtout comment faire pour lui demander de faire des trucs. Et c'est là où vous allez devoir réviser tout ce qui est en rapport avec le fait de communiquer avec une base de données. Donc il y a des select, des insert, des update, des delete, truncate aussi à réviser. La différence entre un truncate et le fait de tout simplement supprimer toutes les entrées de la table. Il y a également le fait de faire des jointures, puisque pour pouvoir mettre des données en relation, parce qu'encore une fois, si vous passez le titre sur des bases de données relationnelles, il est important de montrer que vous savez au moins mettre en relation deux tables, sinon ça ne sert juste à rien. Si vous faites du NoSQL, attendez-vous quand même à ce qu'on vous demande de faire des relations entre les données, même si c'est pas le but, enfin si c'est pas le paradigme affiché, il faut quand même arriver à mettre des relations entre les données, parce que sinon on se contente juste de tout stocker et de faire que des duplicata bêtement. Certes on peut le faire, certes c'est entre guillemets un petit peu l'objectif, la promesse du NoSQL, mais il faut pas non plus trop en abuser. Quoi d'autre aussi? Ce que l'on pourrait également vous demander, c'est si vous avez pensé aux problématiques SEO, aux problématiques d'accessibilité. Je pense pas que c'est le genre de choses que moi je demanderais, hein, mais il n'est pas impossible qu'un jury vous le demande. Donc essayez d'y penser un peu aussi, c'est-à-dire pour l'accessibilité, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien mis les halts dans mes images? Est-ce que j'ai bien fait en sorte que il y ait des... je vais pas y arriver.
Ah, je vais pas y arriver. Qu'il y ait les tab index sur mes inputs, etc. Enfin bref, il y a plein de petites conneries comme ça. Il y a également le fait aussi, est-ce que j'ai pensé, parce que l'accessibilité c'est pas uniquement pour les personnes handicapées moteurs hein, ou légèrement handicapées, ce sont également pour les personnes qui ont juste des trucs aussi bêtes et aussi courants que le daltonisme. Hein. Est-ce que j'ai fait en sorte, par exemple, moi, d'essayer d'avoir une plage couleur qui joue, enfin des plages de couleurs qui jouent un petit peu sur les contrastes, etc. C'est des choses sur lesquelles vraiment moi je pense que je poserai pas de questions, hein, mais c'est pas impossible qu'un juré soit plus tatillon que moi sur ces problématiques-là. Il n'est pas du tout non plus impossible que vous tombiez sur un juré qui soit dans une population qui soit au moins, enfin, statistiquement, il doit forcément y en avoir, hein, des jurés qui soient daltoniens, donc c'est sûr que si vous arrivez et que vous lui présentez un projet et qu'il en voit pas la moitié, ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué de lui dire que j'ai fait le maximum sur l'accessibilité, hein, ça, vous pouvez y aller, c'est béton. Non, ça marche pas. Donc faites gaffe à ça. Il y a d'excellents sites qui permettent de tester le rendu de votre site web à vous sur, par rapport à tel ou tel type de daltonisme. Ça coûte pas très cher ça coûte pas très cher en temps parce que c'est gratuit. Hein. Ça coûte pas très cher en temps d'aller jeter un œil et puis en plus ça vous fera une corde de plus à votre arc. Quoi d'autre aussi l'accessibilité, c'est aussi penser aux malvoyants, dans le sens les gens qui ont du mal, qui sont obligés de plisser les yeux comme ça et tout. Bref, ne pas mettre des tailles de typo à coucher dehors, genre du 8 pixels en sans serif, merci quoi. Ça paraît con dit comme ça, mais bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui présentent des projets où l'accessibilité aux F, quoi. Il y a aussi des gens qui arrivent Ah oui, ça tiens, c'est le truc à ne surtout pas faire, mais il y en a qui le font. Il y a des gens qui arrivent, parce qu'on peut obtenir le titre de façon partielle, pour repasser la partie que l'on a manquée plus tard, et donc il y a des gens qui arrivent en ayant révisé ou en ayant bossé qu'une seule des parties. C'est le plus mauvais plan du monde. Ça ne marche pas. Enfin, ça marche. Vous pouvez obtenir en partie votre titre et venir passer la seconde partie plus tard. Mais une chose est sûre, si de base vous n'étiez pas motivé à passer par exemple disons la partie front parce que le front vous saoule, eh bien il y a peu de chances que vous soyez motivé davantage 6 mois ou 1 an après pour venir passer la partie qui vous manque. La plupart du temps, vous serez en entreprise. La plupart du temps, vous aurez un salaire. La plupart du temps, vous aurez d'autres choses à foutre que de revenir sur les lieux de votre formation si c'est pas dans la même ville que dans laquelle vous bossez à ce moment-là. Donc, non, allez-y en ayant l'envie d'aller le décrocher de façon complète. Ne faites pas l'impasse sur quelque chose qui vous a gonflé. Le temps de révision est long, il y a du travail à faire à côté, je sais que vous avez tous une vie, c'est très compliqué, mais il y en a d'autres qui arrivent aussi, donc il est très important dans ce genre de cas de ne pas se trouver les pires excuses du monde, et de procrastiner à mort. C'est le moment où au contraire il faut tout donner. En tant que junior, votre vie de développeur, elle devient belle à partir des 2 ans d'expérience, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que pendant 2 ans, grand maximum, vous allez prendre le travail qu'il y a. Je vous dis pas non plus de vous faire douiller, hein, mais vous allez prendre le travail qu'on vous propose, vous allez faire votre expérience, et une fois passé les 2 ans, c'est là où ça commencera à être l'Eldorado du dev, le fameux Eldorado qu'on vous a vendu, et qui existe, hein, c'est pas du tout du mytho, hein, le marché est tendu, c'est vrai. Il n'y a pas une pénurie de développeurs en France, il y a une pénurie de développeurs à niveau. Mais pour être à niveau, il faut être passé par le stade où on est une buse, hein. C'est normal, hein, et c'est pas méchant de le dire. Hein. Encore une fois, c'est pas non plus à prendre de façon personnelle. Hein. On a tous démarré avec un niveau 0 en informatique. Je connais pas un seul mec qui est sorti du ventre de sa mère et qui savait directement taper des commandes Linux. Hein. Ça existe pas. Hein. Donc à partir de ce moment-là, vu que ça n'est qu'une question de temps et de travail, je pars du principe que une personne normalement constitué peut y arriver. Voilà. Je dis pas que tout le monde va y arriver, parce que y en a qui ont plus de facilité, il y en a qui ont plus de temps, il y en a qui ont plus envie, il y en a qui n'ont pas envie, mais si vous en avez envie, et si ça prend du temps à arriver, le fait que ça prenne du temps, c'est pas grave, faut pas que ça vous décourage. Donc ça, c'était donc pour le titre, donc présenter les fonctionnalités. Et enfin, pour conclure votre présentation du titre, un truc juste très propre. Vous dites tout simplement que vous avez apprécié travailler sur le projet pour telle ou telle raison. Ce projet vous a fait grandir techniquement dans tel ou tel domaine.
Vous dites juste, avant, je n'arrivais pas à faire ceci, maintenant j'ai une vision plus claire sur ce point-là. Par exemple, avant ce projet, j'étais vraiment pas doué en SQL. Maintenant, je gère beaucoup mieux le SQL. Avant ce projet, React, c'était un petit peu obscur pour moi. Maintenant, React, ça va quand même mieux. J'utilise pour mes projets perso. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez terminer ça de façon propre. Et vous n'hésitez surtout pas à rajouter, je pense notamment à Laure, hein, qui nous écoute peut-être. Je dis nous alors que je suis tout seul à parler, moi non mais le mec. Donc Laure, si tu écoutes, n'hésitez pas à mettre en avant des projets perso sur la toute fin et à montrer les dépôts, à dire j'ai des projets perso, j'avais ce projet perso là avant ma formation et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise, donc je contribue, je fais ce projet là, j'essaye de le mettre en ligne, j'essaie de le pousser. N'hésitez même pas, si vous pouvez, hein, qu'elle ait juste 1 minute de pitch sur votre projet, quoi. C'est pas méchant, bien au contraire. Bref, montrez-en un maximum, montrez que vous avez envie, montrez que vous êtes des développeurs et des développeuses, tout simplement, et que vous êtes bien lancé, qu'il vous manque plus que ce petit diplôme pour achever de vous mettre le pied à l'étrier, quoi.